Bonjour, nous sommes le vendredi 21 juillet 2017 et je vais vous parler du temps qu'il fait. Euh, je vais vous présenter un dilemme, un dilemme qui est le mien. Et contrairement à mon habitude, pour cette petite vidéo du vendredi, je vais tout de suite l'ouvrir aux commentaires parce que j'aimerais bien que vous m'aidiez à avancer sur cette question de mon dilemme intellectuel. Alors voilà, je commence par ce que j'ai fait hier, parce que c'est un rapport. Hier, je devais écrire ma chronique pour le magazine belge Trends Tendance. Et j'y ai rassemblé mes conclusions sur les lectures que j'ai faites il y a les jours derniers sur le ludisme. Voilà, sur ce mouvement qui a lieu essentiellement en 1811 et 1812 en Angleterre. Je ne vous montre pas le papier que j'ai écrit parce que ça fait partie de mon contrat avec la firme que je ne le montre pas avant qu'il ait paru. Si eux le mettent en ligne après, je vous le signale. Mais voilà, mais je peux déjà vous parler de ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu dans mes lectures, c'est essentiellement que les ludites sont... vous savez, les ludites, donc, ils sont allés casser des machines dans le textile, des machines qui remplaçaient des êtres humains, des tisserands d'œufs. Et on considérait à l'époque qu'une machine pouvait remplacer facilement 4 personnes. Et en plus, introduire des machines, ça faisait baisser les salaires de ceux qui continuent à travailler. Ça vous rappelle des choses? Oui, ça vous rappelle sûrement des choses. Ça vous rappelle sûrement le fait que ce chiffre que vous avez peut-être vu, et que je cite d'ailleurs dans mon papier, qui est fait un chiffre calculé par des chercheurs américains à partir des données du bureau du travail aux États-Unis, et qui montre que l'introduction d'un robot par 1000 personnes fait baisser l'emploi de, je ne sais plus ce que c'est une fraction de pourcent. Mais, chose plus intéressante, plus importante encore, l'introduction d'un robot par 1000 personnes fait baisser les salaires de tout le monde d'un quart ou d'un demi-point, d'1%. Voilà. Alors, il faut tenir compte de ça. Et alors, les malheureux ludites, ils sont tombés dans un piège, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé dans une situation où un certain nombre d'industriels leur ont dit à ceux qui revendiquaient qu'on leur maintienne au moins leur salaire, parce qu'ils avaient baissé de 30% entre 1811 et 1812. Oui, bon, il y avait une guerre extérieure, il y avait un blocus napoléonien, il y avait une guerre avec l'Angleterre, et ainsi de suite. Enfin, le fait est qu'on remplaçait par des machines et les salaires baissaient de 30%. Euh, Charlotte Brontë a parlé de ça dans son roman qui s'appelle Shirley. Et Shirley, vous le savez sans doute, c'est un prénom féminin maintenant. Et dans le livre, Shirley, c'est le nom d'une vallée. C'est le nom d'une vallée dans le, je suis bon souvenir, dans le Nottinghamshire, la région où débute la rébellion ludite. Et Shirley, à la suite de la publication de ce livre, qui est un livre qui a eu beaucoup de succès, c'est devenu un prénom de fille, ce que ce n'était pas du tout, au point que, vous le savez sans doute, c'est un prénom extrêmement commun dans le monde anglo-saxon. Enfin voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre d'industriels ont dit aux gens qui protestaient, ah oui, vous voyez, nous on est de bonne volonté, on ferait volontiers, mais il y a certains de nos petits camarades, de nos petits confrères, qui sont pas prêts à suivre, alors il faudra quand même un peu nous on peut pas monter les salaires si on le fait pas tous ensemble, donc il faudrait quand même convaincre les autres. Et voilà, et donc c'est ce que les Lulites sont allés faire. Ils ont utilisé les moyens que les pauvres ont pour convaincre les autres. C'est-à-dire ce que Hobsbawm, c'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est dans un des articles que j'ai lu, celui de François Crouzet. Il emploie l'expression d'Eric Hobsbawm, la négociation collective par l'émeute. Voilà. Et parfois on en est réduit là. Je dis pas que c'est la bonne méthode, hein, je la recommande absolument à personne, mais parfois on tombe dans un piège, et ce piège c'est celui-là. C'est qu'on vous dit la seule négociation, ce qu'on vous dit en face, je veux dire ceux qui disposent de l'argent, on vous dit en face, eh bien entre nous, tant qu'il n'y a pas d'émeute, ça ne changera pas.
Et alors les gens le font, et puis ça se termine comme le mouvement luddite, c'est 27 pendus, 40 personnes envoyées en déportation, un certain nombre d'autres condamnations, etc. 27 exécutions, voilà. Voilà comment ça se termine quand voilà, quand on ne peut pas faire autrement et qu'on le fait et que finalement ça ne fait pas avancer les choses. Parce qu'on vous dit maintenant les ludites, c'est comme on le disait à l'époque, hein, c'est les gens qui ne comprennent pas le progrès. En fait, c'était les gens qui comprenaient très bien la chose suivante, c'était qu'on les remplaçait par une machine qui n'avait rien d'autre pour eux. Ils n'allaient pas en bénéficier. Au contraire, il y aurait moins de boulot et les salaires continueraient à baisser. Alors, chers amis, vous comprenez ça. Je l'ai expliqué. J'en fais maintenant une seconde édition. Je l'ai expliqué dans des petites vidéos en 2014. En plus, vous le saviez déjà. Il faut faire avancer les choses. Il faut répéter. Il faut montrer que on va vers une situation. Nous allons, comme on est là, et malheureusement sont complices de ça les gens qui disent on va gérer la baisse du travail, on va passer de 34 à 32 heures, et 28. Ça c'est un des pièges. Voilà, ça c'est un des pièges. Non, c'est pas gérable. C'est pas gérable. Je cite aussi dans ce papier à paraître un chiffre calculé pas par des amis à nous, par le cabinet McKinsey, qui montre que si on compare la situation, voilà, par rapport à la situation actuelle à celle par exemple de ces années 1810, de la révolution industrielle, eh bien l'impact des changements, d'abord ça va être la taille des changements est 300 fois plus grande que celle qu'il y avait à l'époque. La vitesse est 10 fois supérieure et donc l'impact de la révolution numérique sur l'emploi maintenant, il est, selon McKinsey, 3000 fois plus élevé que ce qu'on a pu voir à l'époque où les luddites sont tombés dans un piège. Alors, il faut comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Il faut dénoncer inlassablement et il faut savoir la chose suivante. C'est que les gens d'en face, ils ont tout bénéfice à dire qu'il n'y a pas de problème général, qu'on va régler ça par des questions de compétitivité, machin truc, etc. Qu'on va aligner, oui, mais enfin bon, on est bien obligé, on va aligner nos salaires sur ceux du Bangladesh, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre dans un monde globalisé, etc. Ces gens ont tout intérêt à ne pas reconnaître l'ampleur du problème. Ça va dans leur sens, de dire que tout ça, c'est pas finalement très important, qu'on peut résoudre ça par un équilibre entre les CDD et les CDI. Non, c'est une question essentielle et si on ne se bat pas, ça va se terminer par une politique d'exterminisme, c'est-à-dire que les anciens salariés qui n'auront plus rien à foutre et qui ne seront pas contents de leur revenu universel de base à 85 centimes, il viendra un moment où, comme on l'a déjà fait dans l'histoire, des autorités voudront se débarrasser d'une certaine partie de la population qui les dérange et qui, selon eux, constitue un problème qu'on n'aurait pas sans eux. Et c'est vrai que dans une situation où les robots travailleront uniquement pour leurs propriétaires, eh bien les autres seront absolument inutiles. Ils constitueront juste une gêne. S'ils se ferment leur gueule, ça va, mais ils le feront pas. Ils le font pas. Pourquoi est-ce qu'ils le feraient? Parce qu'ils verront les autres en face. Et donc on va vers des situations d'exterminisme. Donc il faut prendre le taureau par les cornes. Alors, il n'y a toujours pas de dilemme dans ce que je dis, hein, c'est clair. Alors le dilemme c'est le suivant. C'est les conclusions auxquelles nous conduisent la philosophie, la réflexion sur l'histoire, etc., etc. Je vous ai parlé de ce monsieur Jacob Taubes, qui est un génie, qui est mort il y a quelques années, mais qui avait tout compris, et j'ai fait un petit papier pour rigoler sur le fait qu'il avait tout compris, mais il avait quand même compris pas mal de choses. Il avait compris pas mal de choses, par exemple que moi je vous raconte des histoires, et que toutes ces histoires que je vous raconte, comme celles que je viens de vous raconter, ce sont quand même des constructions. Ce sont des constructions produites par la possibilité du fait que j'ai une conscience, comme vous en avez vous aussi, et que cette conscience est assez déconnectée en fait de ce qui se passe réellement dans mon corps, qui lui prend les décisions en général, qui fait des choses et d'autres, qui est distrait par le fait qu'il y a une jolie fille qui passe et que finalement il faudrait peut-être lui dire quelque chose et ainsi de suite. Vous voyez de quoi je parle. Et
Et je construis, comme vous, une histoire à propos de ça, parce que je dispose de la conscience qui me permet de construire des histoires à partir du langage, et en particulier, grâce à la raison, dont M. Socrate nous a parlé, et M. Aristote nous a dit comment on pouvait la construire avec des syllogismes, je fais des raisonnements sur qui je suis, des explications de mon comportement, de ci, de là, qu'il faudrait faire ceci, que l'histoire des Ludites c'est dégueulasse, etc., etc. Et je suis en plus de ça, dit M. Jacob Taub, je suis, même si je ne vais pas à l'église, même si on ne m'a jamais envoyé à l'école du dimanche, et ainsi de suite, je suis au sein d'une civilisation qui, depuis 2000 ans, est une civilisation chrétienne qui met les choses en perspective, qui me donne une certaine culpabilité si je ne fais pas les choses qui m'ont été définies comme des devoirs, et ainsi de suite, et qui fait que je suis poussé par ça, par ma raison, par le fait que j'ai une conscience, par le fait que je suis dans un environnement culturel particulier, à considérer que les choses vont mal et qu'on peut les améliorer et que je pourrais faire partie de la solution du problème. Au point que, si je m'étais vraiment convaincu de certains aspects justement de cette religion chrétienne qui est autour de moi, mais le messianisme existe dans d'autres religions, même s'ils l'ont prise moins au sérieux, je pourrais bien me convaincre que je sois une personne absolument décisive dans le processus d'essayer de changer les choses et voilà, et m'en convaincre. Mais voilà, c'est tout l'environnement qui me conduit à penser ça. À n'importe quelle époque, dans n'importe quel type d'environnement, qu'il y a des choses à changer, que c'est important parce que c'est dégueulasse, etc. Ce qu'il faut, nous font ceux d'en face, etc. Et ce raisonnement de M. Taubes, qui connaît très bien les choses, qui vous explique pourquoi Hegel était déjà sur la voie de la solution, pourquoi Marx a apporté un élément complémentaire dans la compréhension de la manière dont nous fonctionnons, comment Freud, d'une certaine manière, a opéré une synthèse entre ce qu'on savait déjà, venant d'un côté de Saint-Paul, repris par Nietzsche et synthétisé par Freud, en intégrant tout ce qu'on avait pu comprendre par Hegel, etc., etc., ça nous conduit à cette situation qui fait que, étant être humain, nous racontons des histoires autobiographiques sur nous-mêmes, que ça a un sens, parce que nous trouvons de la signification là où il n'y en a peut-être pas nécessairement, et que donc nous sommes conduits par un ensemble de nécessités à produire des discours comme celui que j'ai fait pour vous expliquer pourquoi les ludites sont tombés dans un piège et que c'est dégueulasse et qu'il faut que nous nous battions pour en sortir. Alors, le dilemme, il est là. Je ne vais pas en dire davantage. Vous avez compris. D'un côté, on est dans un monde, et ce monde, il faut le changer, et c'est la représentation qui m'est venue parce que je suis comme je suis. Et d'autre part, je peux mettre en perspective les choses en disant j'aurais pu naître en tant qu'être humain à n'importe quelle époque, j'aurais tenu le même discours et j'aurais pensé que je peux peut-être faire la différence. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je ne connais pas la réponse. Je vous la soumets à la discussion. Allez, à bientôt.